Romancier et éditeur, Jean Materne est chevalier des arts et des lettres. Il est l'auteur de 7 romans dont le très remarqué Les Bains de Kirali, qui a été traduit en 7 langues. Nous sommes ici au Jardin du Luxembourg pour nous entretenir de culture et de son dernier roman, Suite en do mineur. Est-ce que vous pourriez nous montrer le... Voilà. Donc, publié chez Sabine Vespizer. On dit Vespizer, hein, c'est ça? Vespizer. Ouais. C'est alsacien. C'est alsacien, ah oui. Comme Materne. Ah, c'est ça, ah, d'accord. Ah, vous êtes bien trouvé, direct. D'accord. Donc Jean Materne, vous êtes bien plus polyglotte que la moyenne des gens, il faut l'admettre. Quelles sont les langues que vous pratiquez? Je pratique l'allemand, couramment l'anglais évidemment, l'italien, le néerlandais et un peu l'hébreu. Et vous étiez déjà jeune homme quand vous êtes arrivé en France. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire en français plutôt qu'en allemand? C'était naturel pour moi en fait. Quand j'ai commencé à tenir un journal intime, à l'âge de 13-14 ans, j'avais choisi le français, donc ma langue d'expression à l'écrit était déjà le français. Et donc en fait il n'y a jamais eu de questions autour de ça en fait, ça s'est imposé naturellement. D'accord. Et vous n'êtes pas tenté d'écrire en allemand parfois? On m'a demandé parfois des textes pour des revues et des choses comme ça, et je l'ai fait une fois pour une revue d'une très belle maison d'édition en Allemagne qui avait cherché à attirer des textes courts pendant les périodes de Covid, c'était pendant le premier confinement. Et j'ai essayé d'écrire en allemand et ça a été très très laborieux en fait. Ah oui. Une langue qui est une langue pratiquée pendant l'enfance mais qu'on ne parle plus au quotidien, elle n'est pas nourrie de la même manière. Je lis encore beaucoup en allemand, je parle quand même beaucoup moins qu'avant. Et donc ça manquait totalement de naturel en fait. Et pourtant vous étiez plus proche de l'allemand que du français a priori. Quand j'étais tout petit, oui, on parlait allemand à la maison. C'est quand même votre langue maternelle? Oui, par ma mère, oui, évidemment. Et puis parce que j'étais aussi scolarisé en allemand, donc ça a son importance aussi d'apprendre à écrire en une langue. Mais je ne sais pas, petit à petit la langue s'est un peu effacée, a fait place en fait à d'autres choses de plus désirées. Je pense que ça a à voir avec le désir. En fait, j'avais un désir de français. Et le rapport de ma famille à l'Allemagne était plutôt compliqué, donc je pense que j'ai hérité aussi un peu de cette complication-là dans mon attitude par rapport à la langue allemande en fait. Et donc c'est comme vous ne décidez pas dans quelle langue vous rêvez. Pour l'écriture c'était un peu la même chose pour moi, c'était parfaitement naturel en fait. Je ne me suis pas posé la question. D'accord. Et vous trouvez que, par exemple, moi je trouve que je me sens plus proche de l'anglais sur le plan intellectuel, mais sur le plan sensuel et affectif, je me sens beaucoup plus proche du français. Et vous avez un peu... Non? Je sais pas cette distinction-là, en fait, non. Là où je me sens proche de l'allemand, c'est quand j'écoute de la musique en allemand. Ah oui. Quand je peux écouter Bach, ou Brahms, ou voilà, un requiem allemand en allemand, là je me sens proche de l'allemand du coup, c'est véhiculé par la musique, mais autrement c'est assez rare en fait de faire une distinction entre affectif, intellectuel, sentimental. Je ne sens pas en fait ces catégories-là, je ne les applique pas. D'accord. Parce que vous êtes musicien aussi, hein, si j'ai bien compris? Oui, je suis beaucoup de manière passive maintenant, mais j'ai fait beaucoup de musique. Dans ma famille, on apprenait la musique à 6 ans. Dans la famille de mon père, c'était naturel d'envoyer ses 3 enfants à l'école de musique à 6 ans. On a commencé la musique à 6 ans, donc... Comme Mozart, en fait, c'est vers 4 ans lui. Et vous n'avez pas voulu composer plutôt que d'écrire? Non, mais à un moment donné, enfin, je dirais plus mon entourage peut-être que moi-même, ça s'est posé quand même la carrière dans la musique, peut-être, je faisais du hautbois. Ah oui. C'était pas mauvais. Vous n'en faites plus? J'avais pas tout à fait le feu sacré peut-être pour mener cette vie-là. C'est une vie assez particulière, c'est une vie à la fois de passion et puis beaucoup d'ascèse. En fait, il faut vraiment s'entraîner plusieurs heures par jour. Le bois est particulièrement contraignant c'est un instrument à double hanche, donc il faut beaucoup souffler, non? Voilà, et puis il faut muscler les lèvres. Donc en fait, vous avez quasiment jamais le droit de partir en vacances parce que
si vous lâchez l'instrument plus de 3 semaines, vous avez du mal à recommencer. Vous avez les lèvres qui saignent quand vous Ah oui, il paraît que Louis Armstrong se faisait éclater les lèvres tous les soirs. Et il est mort d'un cancer des lèvres. Donc bon, il y a des contraintes comme ça qui peut être... en tout cas, bon, j'avais pas le flux sacré, peut-être que j'avais pas le niveau non plus, à mon avis, mais bon, j'ai beaucoup pratiqué la musique, l'orchestre et tout ça. Et j'ai fait du chant après aussi un peu. Ça a été, comment dire, à la fois depuis l'âge de 6 ans et quotidien pendant très longtemps, jusqu'à ce que la vie professionnelle fasse que je n'ai plus le temps tellement de faire de la musique en fait. En tant qu'écoutant, si j'ose dire, je suis toujours... c'est une partie très importante de ma vie. J'écoute de la musique classique tous les jours. Et vous écrivez en écoutant de la musique, non? Je peux écouter... Ça, j'aurais du mal. Oui, je peux tout à fait écouter et écrire. Alors, je ne peux pas écouter toutes sortes de musique. C'est assez intéressant. C'est plutôt la musique baroque. Avec des paroles, non, ça doit trop déranger. Voilà, le chant, c'est plus compliqué. Donc c'est plutôt Bach, Vivaldi, la musique baroque de manière générale. Je pense que quand j'ai dit la musique baroque, ça a aussi à voir avec le rythme en fait. La musique baroque vient de la danse et la musique pour moi m'aide aussi à trouver le rythme en fait et le phrasé en fait. Et je pense que j'ai toujours eu cette habitude en fait d'écrire en musique, donc c'est quelque chose. Alors, autre chose, c'est évidemment, ce sont des partitions que je connais, du coup je ne peux pas découvrir un morceau de musique que je ne connaîtrais pas en essayant d'écrire une partie de mon manuscrit. Ça peut être les variations de Goldberg ou un concerté pour hautbois de Vivaldi ou des choses comme ça que je connais déjà un peu par cœur et donc là je peux m'y retrouver. Mais en effet, oui, c'est toujours là. C'est aussi là dans les périodes où je n'écris pas. J'écoute aussi de la musique quand je n'écris pas. J'ai fait beaucoup de concerts. Ça a toujours été une partie importante de ma vie. Et du fait de l'apprentissage simultané entre le solfège, la musique et l'alphabet et l'écriture et la lecture, j'associe en fait un peu tout ça. Pour moi, lire la musique, c'est la même chose que de lire tout court en fait. Je ne fais pas trop la différence. Ah oui, à ce point, vous arrivez à juste, sans l'entendre, lire une partition comme si vous l'entendez? Presque, j'entends. Même orchestral? C'est plus compliqué, mais je prends une portée. Ça, c'est assez rare quand même. Il n'y a que les grands musiciens qui arrivent à faire ça. J'arrive à entendre. Alors, je ne sais pas si j'entends toujours juste, mais quand je vois une partition, j'entends quelque chose. D'accord. Et oui, donc à part l'influence de Virginia Woolf, qui me paraît assez forte dans votre œuvre, je détecte assez peu de syncrétisme culturel dans l'ensemble. Alors bon, c'est sans doute parce que je suis assez aveugle, mais vos romans me paraissent très français, très proustiens, tout en restant contemporains bien sûr. Vous ne semblez pas porter un regard extérieur sur la France. Vous sentez-vous différent des écrivains français? Ça c'est une question piège parce que je suis peut-être le plus mal placé pour y répondre. Vous parlez de Proust et ça me touche parce qu'évidemment le travail sur la mémoire et comment recomposer la mémoire c'est une interrogation constante en fait parce que la mémoire se recompose constamment. Et l'écriture évidemment participe à cette construction cette reconstruction de la mémoire, donc ça c'est vraiment une question qui m'intéresse particulièrement et évidemment le rôle de Proust dans la reconstruction de toute une mémoire, pas seulement individuelle et intime mais même sociétale, parce qu'il construit un monde est évidemment crucial. Donc s'il y a eu une influence, ne serait-ce que très indirecte et très inconsciente de Proust, chez moi, je ne serais pas étonné parce que j'ai fait plusieurs lectures de et puis Virginia Woolf elle-même était influencée par Proust elle-même. Exactement. Ouais, et donc était fascinée par lui. Virginia Woolf, c'est peut-être plus encore sur la technique de l'écriture que j'applique dans certains de mes livres, pas dans tous, qui est vraiment Stream of Consciousness technique, que je trouve absolument révolutionnaire évidemment pour notre vision de ce que les mots peuvent faire quand
quand on laisse libre cours justement à ce flow. Et pour moi là il y a un lien très important avec la psychanalyse et la cure, puisque la libre association en fait en cure, c'est l'équivalent non littéraire de ce que fait Woolf en littérature, de Stream of Consciousness. Quand vous êtes en cure analytique, vous associez librement, vous laissez libre cours en fait aux mots qui viennent, qui s'enchaînent comme ça, parce qu'un mot en appelle un autre. Et j'aime bien tester ça en fait en écriture, enfin dans certains livres en tout cas, dans Suite en do mineur et peut-être plus encore dans le Bleu du lac. Cette écriture-là s'est imposée parce que c'était vraiment la forme qui convenait à ce protagoniste-là et à cette voix-là. Et donc ça me ramène à la musique, la boucle est bouclée, parce que mon écriture commence toujours par « j'entends une voix ». La voix du personnage J'entends la voix du personnage et il faut que je l'entende. Je peux même avoir une idée de sujet ou de... Encore que c'est plutôt rare, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut que d'abord j'entende le son et le rythme d'une voix avant de vraiment... Et ça va être lancé comme un peu une locomotive quand elle trouve un peu son rythme, comme ça. Là, je vais trouver en fait comment tirer le fil de l'histoire, mais ça vient par une tonalité et par le rythme d'un phrasé en fait. Ça démarre comme ça. Et mon rôle d'écrivain consiste en fait à tirer sur le fil, à faire durer en fait cette voix, à la faire avancer. Et le récit se construit comme ça. Après, évidemment, ça c'est dans la phase, ce que j'appelle moi, dans ma technique d'écriture, le jaillissement. C'est quand les choses viennent comme ça. Ça vient parce qu'encore une fois, je suis en train de capter une voix et j'arrive à rester en fait à l'écoute de cette voix. Après, il y a un énorme retravail de réécriture, évidemment, pour ajuster les choses et affiner la partition, ça va de soi. Mais dans cette première phase, en fait, du jaillissement, c'est vraiment un travail musical pour moi, en fait. J'essaie de prêter oreille à ce que j'entends et à le retranscrire aussi fidèlement que possible, comme si je notais une partition. C'est comme ça que je travaille. Je reste très sourd, en fait. Je n'entends jamais de voix. Même pas masculine ou féminine en général. Alors, oui, alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernier roman en quelques mots ? Donc Suite en do mineur, comme le titre l'indique, à voir avec la musique, parce que la Suite en do mineur c'est la 5e suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. De Johann Sebastian Bach, si on veut prononcer à l'allemand. Et cette suite joue un rôle très important dans la vie du personnage principal, qui était aussi le narrateur, qui à un moment donné de sa vie va être happé par ce qu'il entend à la radio. Cet homme à ce moment-là est libraire, à Bar-sur-Aube en Champagne. Et il a branché France Musique le matin en arrivant dans sa librairie. Et puis il est réellement happé par les sons rauques de cette suite en do mineur, qui est une suite qui n'est pas immédiatement plaisante à écouter. Il faut s'habituer en fait à ce que Bach veut nous faire écouter. C'est assez exigeant comme musique. Et ce personnage s'appelle Robert Sowicki. Cette écoute va servir de point de bascule parce que non seulement il s'est dit ça m'a totalement secoué sur le plan émotionnel et pourquoi, il va vouloir apprendre le violoncelle. Et à partir de là, en fait, dans le livre, je construis ce voyage musical, un voyage temporel aussi, avec, comment on dirait en anglais, un flashback, quand il avait un peu plus de 20 ans et qu'il est tombé éperdument amoureux d'une jeune femme, avec qui il a vécu une passion très courte, mais très intense, qui chez lui a créé un sentiment de manque et d'absence, en fait, qui a perduré jusqu'à ce moment où il écoute la suite en do mineur à la radio. Et peut-être à partir de ce moment-là, quelque chose va pouvoir se refaire. Alors que jusque-là, il a vraiment vécu dans l'absence, plus que dans la présence de quelqu'un. Et il y aura aussi, donc, parce que j'ai parler de voyage musical, il y a un vrai voyage qui va être un voyage
qui est un cadeau pour son 50e anniversaire. Alors qu'il a horreur de voyager, il a horreur surtout des voyages organisés, et là il va être entre guillemets envoyé par ce cadeau qu'on lui a fait à Jérusalem, qui va là provoquer une autre mémoire qui va surgir, non pas celle de l'être aimé comme cette femme dont je parlais, dont il était éperdument amoureux, mais plutôt l'histoire familiale en fait, juive en l'occurrence, va remonter à la surface. Et avec tout ça, voilà, il y a une plongée dans la mémoire de cet homme qui est à la fois une plongée dans ses souvenirs, je dirais, de passion amoureuse, et comme de passé familial qui vont se croiser. Tout ça toujours, je dirais, au son de Bach et de cette suite en do mineur et du violoncelle. Le lien... Merci. Oui, je l'ai trouvé vraiment passionnant, très mystérieux. Ouais. Mais le lien à Proust me paraît encore plus marqué que dans Suite en do mineur que dans vos romans précédents, même si la nostalgie du narrateur est plus mélancolique qu'heureuse. Hein. C'est pas une nostalgie heureuse. Non. Il y a ce souvenir d'un bonheur passé qui est déclenché de manière involontaire, hein, comme avec la Madeleine de Proust, lorsque le personnage croit apercevoir son ancienne amante dans le dédale de Jérusalem. Avez-vous choisi le nom de Madeleine pour ses résonances proustiennes, j'imagine? Je dois avouer que non. Non, ça semblait tellement évident que j'ai pu faire ça. Et inconsciemment alors. Inconsciemment. Ah oui, oui. Ah, bah, le nom est parfait. Hein, ça m'a beaucoup fait rire en fait. Oui. Quand on me l'a fait remarquer. Évidemment très vite on me l'a fait remarquer à la publication. Et je me demande si, à vrai dire, l'association n'était pas plutôt religieuse, Marie-Madeleine, Jérusalem. Je n'en sais rien. Je n'étais pas conscient. C'est bien, oui. Mais c'est venu au moment où j'étais avec mon narrateur à Jérusalem. Il fallait qu'elle s'appelle Madeleine. Et évidemment, aujourd'hui, l'hypothèse proustienne me paraît beaucoup plus intéressante. Ça m'a plu, ça, Je n'ai pas de certitude sur le comment de ce nom. Souvent, on choisit les noms des personnages un peu instinctivement, non? Oui, hein? Très intuitif. Sans trop c'est très intuitif, je trouve, chez moi aussi. Oui, tout à fait. C'est rare que je me dise, bon, je vais créer un nom de personnage symbolique. C'est à la fois peut-être une question un peu phonétique parfois, ça sonne bien dans la phrase. C'est ça. Mais on ne sait pas forcément. C'est un nom qu'on aime bien souvent. Oui, voilà. Et la Madeleine, je me dis que peut-être le contexte un peu religieux qui forcément quand même... parce que Robert il déteste la religion, donc il y a toute cette détestation aussi qu'il ressent à Jérusalem. Je ne sais pas, est-ce que peut-être quelque chose a joué et qui a... Puis elle est sans doute partie avec quelqu'un d'autre aussi, donc un peu infidèle, non? Un peu... elle est partie avec... Comme Madeleine, Marie-Madeleine. Elle a épousé le fiancé qu'elle avait déjà quand elle a rencontré Robert. Ah oui, c'est vrai. Le côté tragique de cette histoire, c'est que réellement les deux ont vécu une passion très intense pendant quelques semaines, mais Madeleine était déjà fiancée à quelqu'un d'autre quand elle avait rencontré Robert sans le lui dire évidemment. Et elle est partie assez brutalement pour dire tout simplement, écoute, maintenant je reviens à la vie normale, je vais épouser l'homme à qui j'ai été promis et je vais faire ce qui était prévu. Et c'est aussi cette rationalité un peu brutale de la rupture que Robert a autant de mal à digérer, parce que ça amène forcément des questions. Est-ce qu'elle m'a aimé? À quel point elle m'a aimé? Comment peut-elle faire ça? De juste dire je fais ce qui était prévu avant de te rencontrer, parce que c'est finalement ça qu'elle va faire, Madeleine, dans une rationalité affligeante. Qui est évidemment le contraire de la passion amoureuse. Oui, c'est ça. Je ne vous demanderai pas si c'est autobiographique. Il vaut mieux pas. Mais en général, vos textes ne sont pas si autobiographiques. Hein, vous dites. Non, il y a toujours des lieux, souvent, qui ont joué un rôle dans ma biographie, mais que j'utilise après totalement dans d'autres contextes. Non, je ne suis pas du tout intéressé ou porté, je ne sais même pas si c'est intéressé, je ne suis pas naturellement porté vers l'écriture autobiographique. J'utilise des questionnements, des interrogations et des sentiments évidemment et des sensations que j'ai ressenties qui nourrissent mon œuvre. Ça me paraît d'ailleurs le b.a.-ba de tout romancier et je le fais de manière même très intense. Mes livres sont nourris de ma matière biographique, mais ce ne sont jamais des livres autobiographiques. Ça ne m'a jamais tellement intéressé.
où encore une fois, je n'ai pas été naturellement porté vers ça, vers cette écriture-là. D'accord. Oui, donc voilà, donc le temps est bon, retrouvable dans votre œuvre de manière très précise en fait, hein, il n'y a pas tellement de lacunes, mais il paraît beaucoup plus fugitif et insaisissable que chez Proust. Cette Madeleine, elle reste plutôt absente du livre et elle demeure évanescente jusqu'à la fin. Je ne raconterai pas toute la fin, mais la toute fin, mais... Et alors Robert Merle, il écrit au début de Maleville, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la Madeleine de Proust lui paraît bien littéraire et peu crédible, en fin de compte. Et en quoi votre œuvre infléchit-elle celle de Proust ? Est-ce que vous allez un peu dans ce sens, le sens de Moi je pense que Robert Merle ? le fonctionnement de la mémoire est à la fois erratique et imprévisible, et donc la Madeleine de Proust, pour la réduire à sa simple signification de, comment dirait, trigger en anglais, en fait, cela existe en fait. Il y a souvent des catalyseurs qui font que la mémoire se réveille, la mémoire se reconstruit. La mémoire passe par des chemins même neurologiques tout à fait. Ça m'a toujours intéressé d'ailleurs la neurologie. Parce que la mémoire passe par des canaux tout à fait imprévisibles, se transforme au fil du temps évidemment, et se reconstruit à chaque fois en fait qu'elle est sollicitée. Chaque fois qu'on sollicite un souvenir, on le transforme le souvenir. C'est très perturbant ça. Oui, mais c'est réel. Oui. C'est très réel. Votre mémoire se transforme en permanence en fait. Ça n'existe pas l'exactitude de la mémoire. Alors qu'on est convaincu de se souvenir parfaitement de quelque chose, à chaque fois vous allez colorer votre souvenir de quelque chose d'un peu différent ou de voir un autre détail que vous n'avez pas vu la première fois si on se laisse aller en fait à ce glissement de la mémoire. Donc pour moi, contrairement à ce que dit Robert Merle, je pense que c'est tout à fait réel que avec une telle précision on puisse retrouver totalement banal puisse déclencher la mémoire. Ah oui, ça oui, mais c'est plus qu'il dit que c'est plus que voilà, retrouver entièrement. La mémoire peut être complètement obsessionnelle en fait et nous faire retrouver des détails absolument incroyables. Même 20-30 ans plus tard. Voilà, exactement. Non, c'est très étonnant et elle peut comporter des pans entiers d'oubli. C'est ça qui est absolument fascinant dans la mémoire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir enregistré de manière extraordinairement précise tel moment de votre vie que la mémoire va reconstituer quelques temps après, avec les modifications encore une fois que la mémoire opère toujours, tout en ayant oblitéré tout un pan énorme de votre vie. Vous pourrez avoir oublié des choses très importantes de votre vie, et tout en ayant conservé un détail qui paraît insignifiant dans un contexte plus large. C'est ça qui est fascinant. Mais si justement votre mémoire l'a conservé, ce détail, c'est qu'il n'est pas insignifiant. Il paraît insignifiant à première vue, mais si vous l'interrogez, je suis sûr que notre disque dur de la mémoire retient des choses signifiantes. Seulement parfois il faut retrouver aussi. On ne comprend pas toujours pourquoi. Non, mais je pense que le travail du romancier, en fait, peut-être c'est la raison pour laquelle j'écris, pour interroger ça, le fonctionnement de la mémoire. Pourquoi parfois dans la vie on garde la mémoire de telle ou telle chose, pourquoi telle ou telle chose devient signifiante au bout de tant d'années, pourquoi parfois aussi au bout de 40 ans vous avez une épiphanie en comprenant la signification de tel ou tel aspect de votre vie vécue. C'est ça qui est aussi fascinant, c'est que la compréhension finalement des choses vécues grâce à la mémoire peut arriver avec un décalage absolument formidable des années, des décennies plus tard. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi votre choix de ville s'est-il porté sur Jérusalem dans ce roman ? Est-ce que à cause de la Via Dolorosa, la rue de la douleur, la montée vers la croix ? Comme je viens de vous dire, j'utilise les lieux quand ils ont eu une importance en fait pour moi dans ma vie, et je ne l'utilise pas pour décrire ce que ça a fait sur ma vie à moi. Donc Jérusalem, c'était un cadre que je voulais exploiter. J'avais déjà fait un peu dans Simon Weber, mon troisième roman je crois, je me perds dans la chronologie de mes romans, où le jeune Simon Weber part aussi à Jérusalem.
qu'il est aussi dans une phase un peu charnière en fait de sa vie. Et j'étais frappé à la fois parce que j'ai pu ressentir moi-même lors de mon premier voyage à Jérusalem en 93. Oui, je me souviens de la date alors que je n'ai pas trop la mémoire des dates. Et aussi par les récits que j'ai pu récolter de ce qu'une visite à Jérusalem peut représenter dans beaucoup de vies. Il y a déjà en psychiatrie, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Donc c'est un syndrome qui tourne autour de la foi. Les gens se prennent pour Jésus, ou pour Jean-Baptiste, ou pour Mahomet, ou pour Isaïe, que sais-je, selon l'appartenance religieuse et confessionnelle. Et c'est assez fréquent que ces gens-là se retrouvent avec des crises de délire à l'hôpital psychiatrique de Jérusalem. Donc c'est vraiment répertorié comme un syndrome en psychiatrie. Donc déjà c'est un lieu qui, comme Florence, pour Stendhal, provoque régulièrement des chocs psychiques. Et à l'Inde aussi, vraiment. Et à l'Inde aussi, Nocturne indien de Tabouki en parle très bien, et d'autres livres sans doute. Voilà, j'ai voulu mettre, je crois, mon personnage principal, Robert Soubetsky, qui à un moment où peut-être il arrive à retisser les fils de sa vie. J'ai voulu le mettre, je crois, dans une ville qui provoque ça, qui suscite ça de manière très aiguë. Les remises en question existentielles, la religion, le sens de la vie, l'éternel, la vie après la mort, l'appartenance à une confession, à une religion, tout ça. Ces questions-là que chacun d'entre nous peut se poser et que Robert Soubetsky essaie de ne pas trop se poser puisqu'il ne veut pas trop faire face à ces questions. En fait, à Jérusalem, il est quand même très compliqué de les éviter. Parce que la ville tout entière, elle est construite autour de ces questionnements et de cette rencontre des trois grandes religions monothéistes, et d'où la violence aussi de la ville et la violence éventuellement psychique. Et c'est pour ça que cette ville était intéressante. Elle est aussi forte que Venise. Voilà. Oui, mais elle a une charge spirituelle beaucoup plus forte que Venise. Venise, la charge est plus esthétique. Et puis vos repères sont totalement bouleversés à Venise puisqu'il n'y a plus de rues, plus de routes, il n'y a plus que de l'eau et tout se passe sur l'eau et autour de l'eau. La charge spirituelle de Jérusalem est encore tout autre. On peut aussi avoir... On s'y perd facilement aussi. Voilà, oui, on s'y perd. Il y a un vrai dédale aussi dans la ville de Jérusalem, en effet. Suite en do mineur évoque une relation hétérosexuelle. Avez-vous choisi de mettre en scène ce genre de relation pour toucher davantage à l'universalité, à l'instar de Proust? Non, je ne crois pas non plus à des choix très réfléchis et conscients. Dans le livre qui a précédé Suite en do mineur, la relation qui était au centre était une relation homosexuelle. Je pense que le livre s'appelait Une vue exceptionnelle. Et je pense que comme il est maintenant devenu la mode de dire love is love, et je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans le sentiment amoureux, qu'il soit homosexuel et hétérosexuel, avec évidemment des particularités. Mais ce qui m'intéresse toujours moi, c'est d'aller du particulier vers l'universel, en fait, ou en tant que romancier, d'approfondir quelque chose de très très local, de particulier, et de donner au lecteur à l'arrivée l'impression que quelque chose d'universel s'en dégage. Donc je ne me suis pas posé la question, il était évident pour moi que Robert était dans cette mélancolie plus que nostalgie d'un amour qui avait été un amour hétérosexuel du temps où il était étudiant à la Sorbonne. Voilà, la question ne s'est pas posée. Mais encore une fois, je crois que pour moi il est intéressant et important quand je suis comme ça au milieu d'un roman de pouvoir imaginer que quelle que soit la particularité du sentiment ou de la situation que je décris, que le lecteur retrouve quelque chose d'universel en fait. Cette question du particulier et de l'universel est une question importante pour moi. D'accord. Quels sont les romans qui vous ont le plus marqué ces 10 dernières années?
Ça c'est vraiment la question que je redoutais évidemment, parce que c'est impossible pour moi d'y répondre. Pour ne pas vexer certains écrivains, amis ou pas? Ça pourrait. Il y a un peu de ça, non? J'ai l'impression. Il y a un peu de ça. Non, mais même juste. Ouais. C'est comme la musique. Il y a des moments où j'écoute plus Bach et d'autres où c'est beaucoup plus Mozart ou Schubert. Et il y a des moments où je repense plus à, je ne sais pas, Ian Foster, qui est un de mes écrivains fétiches, ou à Virginia Woolf, ou du côté austro-hongrois à Josef Roth, ou du côté germanique à Thomas Mann. Ça, c'est des écrivains qui, comme ça, j'ai l'impression que ça constitue un peu une espèce de colonne vertébrale. Ils ont peu publié ces 10 dernières années quand même. Voilà, exactement. Oui. Mais ils viennent toujours en premier en fait. Vous voyez, quand je parle spontanément, ils viennent... Vous détournez très bien la réponse, la question. Voilà, ils ont très peu publié. À mon grand regret d'ailleurs, ils ont très peu publié ces 10 dernières années. Parce que j'aimerais bien lire à nouveau E.M. Forster. Ah oui, oui. Le dernier c'était Maurice, non, en 1970, à posthume en plus. Posthume, voilà, ouais. Il avait... Ça dit beaucoup sur le Royaume-Uni de l'époque, parce qu'il n'a pas voulu, malgré quand même le statut qu'il avait et la gloire dont il était auréolé, il n'a pas voulu prendre le risque de publication d'un texte comme Maurice. Il faut dire que c'était encore risqué, oui. Le Parlement britannique, Westminster a voté la dépénalisation de en 65, non? En 67, je crois. 7, oui, c'est ça. Donc je pense qu'il a attendu aussi un peu pour ça. Mais non, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir le regard de quelqu'un comme Forster sur la société d'aujourd'hui. Je trouvais que c'était quelqu'un au-delà de quelque chose en effet où on sent une retenue qui est certainement due à l'impossibilité de dire sa sexualité autrement. Il y avait quand même on la sent un petit peu en filigrane quand même. Dans tous les romans. Passage to India, tous. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, je trouve. Mais c'est quelqu'un qui avait un œil absolument passionnant sur la société. Pour moi, le roman anglais de Forster est un roman social aussi. Howard's End, c'est un roman sur la différence des classes. Et entre autres, et j'aime beaucoup ça chez lui, en fait, sa manière d'à la fois être tellement sensible sur le sujet de l'intime et puis d'être capable de dire aussi une société en fait, de l'époque. Et ça m'intéresse beaucoup. Dans le roman anglais de la première moitié du XXe siècle, Evelyn Waugh fait ça très bien aussi, d'une toute autre manière. Je ne comprends pas les deux écrivains. Même Graham Greene, en fait, il y a des choses qui sont très intéressantes sur la société britannique de son époque. Plus tardivement. Et donc voilà, ces auteurs-là me constituent un peu, je pense, en tant que lecteur. Après, je trouve que la littérature, surtout la littérature étrangère, qui est mon domaine de prédilection dans mon travail d'éditeur, elle est tellement riche et vaste que ce serait vraiment très compliqué pour moi parce que c'est très fluctuant en fait, de vous dire tel roman m'a plus marqué que tel autre les 10 dernières années. Ce serait vraiment un exercice. Vous ne lâcherez rien. Pas un seul titre. Votre maison d'édition a-t-elle déjà publié un roman écologique? Écologique. Je me demande quelle est la définition du roman écologique. Plein d'éco-anxiété. Il y a des romans où le questionnement autour de l'écologie, évidemment, apparaît. Vous recevez beaucoup de manuscrits avec ce thème? En français, il y a pas mal de choses maintenant qui... je ne reçois pas énormément de choses dans le domaine de la fiction. On reçoit beaucoup d'essais ou de documents sur le réchauffement climatique, les pôles qui fondent. Enfin, on a beaucoup de... Vous pensez que ça assèche un peu le roman, la fiction, ce thème? Tout dépend du talent de l'écrivain. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de sujet impossible. Il faut qu'un écrivain soit habité par son sujet et puis qu'il trouve les moyens correspondant à son sujet. Un roman réussi pour moi, c'est à la fois évidemment l'intensité qu'il habite, l'intensité qui doit être au départ chez l'écrivain, et ensuite que l'écrivain trouve la forme qui
correspond exactement à ce sujet. Je crois vraiment à ça, que chaque sujet appelle une forme différente. Et un très grand roman, ils sont rares dans la littérature, c'est pas tous les jours, un très grand roman a vraiment trouvé à 100% le moule parfait qui convenait à son sujet. Comme un moule de pâtisserie, vous voyez, ça rentre parfaitement et ça sort parfaitement, ça se démoule parfaitement. C'est un néoclassique, plus français que les Français. Ça se déguste. Ouais, vous êtes français. Voilà. Et la plupart des romans sont très proches de ça, mais bon, il y a un petit truc qui reste accroché dans le moule, et voilà, parce que c'était pas la... Voilà. Vous, ça ne vous tente pas en tout cas, hein. Vous ne vous sentez pas inspiré par ce thème, non? C'est pas un sujet pour lequel je me sens légitime, je pense. C'est des questions en tant que citoyen qui me passionnent. Oui. Mais pas en tant que romancier. Mais ça vient pas dans ces phases de jaillissement, encore une fois. Et je crois qu'il faut qu'on s'éloigne d'une vision un peu trop rationaliste en fait de l'acte d'écriture en fait. Je pense, et je ne dis pas ça sans arrière-pensée, que la grande littérature, elle se fabrique pas à partir de décisions rationnelles. Comprendre de dire je vais écrire sur ça parce que ça s'impose aujourd'hui ou c'est dans l'air du temps. Je crois que ça s'impose à partir, les grands romans, ce sont des textes qui sont imposés à partir d'une nécessité intérieure et pas à partir d'une réflexion sociologique, sociétale, etc., sur des tendances, des modes, des nécessités, etc. Alors que la nécessité de trouver une formulation juste pour l'écologie est certainement rationnellement tout à fait audible. Ça ne fait pas forcément des grands romans. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre travail en cours, ou est-ce que c'est trop confidentiel? Non, je ne suis pas superstitieux, parce qu'il y a des écrivains qui n'en parlent pas parfois par superstition, ça ne fait pas partie de mes barrières. Je suis au milieu, je dirais, ou non, plutôt à la fin de la réécriture, donc dernière phase d'un roman qui va faire exister. Ce n'est pas très important, mais c'est un aspect qui pour moi dans l'écriture joue quand même son rôle, qui va faire apparaître un personnage qui était un personnage secondaire d'un précédent roman. Émile ou Samuel? Je n'irai pas jusque-là dans mes confidences. Ça a à nouveau à voir beaucoup avec la musique. Parce que le personnage principal est musicien. Voilà, je vous donne ça, donc à partir de ça, vous pourrez chercher un peu dans l'âge. Et donc le roman est plutôt bien avancé, j'espère que ça sera prêt pour 2023. Si vous deviez partir sur la Lune, quel objet ou quel livre emporteriez-vous? Les sonnets de Shakespeare, peut-être? Concluons sur ce très beau sourire de Jean Materne. Merci beaucoup. Merci à vous.